Outil néolithique du pays de l'or en Californie. En 1849, de l'or a été découvert dans les graviers d'anciens lits de rivières du centre de la Californie, attirant des hordes d'aventuriers tapageurs. Au début, des mineurs solitaires cherchaient des flocons et des pépites dans les graviers qu'ils avaient trouvés sur leur chemin dans les lits actuels. Mais bientôt, les sociétés d'exploitation aurifères mettent en jeu des ressources plus importantes, certaines creusant des puits dans les montagnes, suivant les dépôts de gravier où qu'elles se trouvent, tandis que d'autres lavent le gravier aurifère, des collines, avec des jets d'eau à haute pression. Les mineurs ont trouvé des centaines d'objets en pierre et plus rarement des fossiles humains. Les artefacts les plus importants ont été signalés à la communauté scientifique par J.D. Whitney, alors géologue de l'État de Californie. Les artefacts des gisements de surface et de l'exploitation hydraulique étaient d'un âge douteux, mais les artefacts des puits des mines et des tunnels profonds pourraient être datés de manière plus sûre. J.D. Whitney pensait que les preuves géologiques indiquaient que les graviers aurifères avaient au moins un âge pliocène, mais les géologues modernes pensaient que certains des gisements de gravier proviennent de l'Éocène. De nombreux puits ont été creusés à Table Mountain, dans le comté de Tuolumne, sous des couches épaisses d'un matériau volcanique basaltique appelé latite, avant d'atteindre les graviers aurifères. Dans certains cas, les puits se sont étendus horizontalement sur plusieurs centaines de pieds sous le bouchon de latite. Les découvertes dans les graviers situés juste au-dessus du substrat rocheux pourraient se situer entre 33,2 et 55 millions d'années. Mais les découvertes provenant d'autres graviers pourraient se situer entre 9 et 55 millions d'années. Whitney a personnellement examiné une collection d'artefacts de Tuolumne, Table Mountain, appartenant à Dr. Perez Snell de Sonora, en Californie. La collection de Snell comprenait des fers de lance et d'autres instruments. Il n'y a pas beaucoup d'informations sur les découvreurs ou les positions originales des outils. Il y avait cependant une exception. Ce fut écrit Whitney, une meule en pierre, ou une sorte d'ustensile qui avait apparemment été utilisé pour moudre. Le docteur Snell a informé Whitney qu'il l'avait prise avec ses propres mains dans une carriole de terre sortant de Table Mountain. Une mâchoire humaine inspectée par Whitney était également présentée dans la collection du Dr. Snell. L'artefact a été donné au Dr. Snell par des mineurs qui ont affirmé que la mâchoire provenait des graviers situés sous le bouchon de latite à Table Mountain dans le comté de Tuolumne. Une découverte mieux documentée de Tuolumne, Table Mountain, a été faite par M. Albert G. Walton, l'un des propriétaires du claim Valentine. Walton a trouvé un mortier en pierre de 15 pouces de diamètre dans des graviers aurifères à 180 pieds sous la surface et sous le bouchon de la latite. De manière significative, la découverte du mortier a eu lieu dans une galerie, un passage de mine menant horizontalement à partir du bas du puits vertical principal de la mine Valentine. Cela tend à exclure la possibilité que le mortier soit tombé d'en haut. Un morceau de crâne humain fossile a également été récupéré dans la mine Valentine. William G. Sinclair a suggéré qu'un grand nombre de tunnels dérivant d'autres mines situées près du puits Valentine étaient reliés. Sinclair a admis que lorsqu'il s'est rendu dans la région en 1902, il n'a même pas été capable de trouver le puits de Valentine. Sinclair a simplement utilisé sa suggestion sans fondement pour rejeter le rapport de Walton sur sa découverte. En opérant de cette manière, on pourrait trouver une bonne raison pour écarter toute découverte paléoanthropologique jamais faite. James Carvin rapporta une autre découverte à Tuolumne, Table Mountain, en 1871. Ceci certifie que je sous-signais et fait creuser vers 1858 des claims miniers connus sous le nom de Stanislaus Company, situé à Table Mountain, dans le comté de Tuolumne, en face de O'Brien's Ferry. Sur la rivière Stanislaus a été découverte une hachette de pierre. La relique ci-dessus a été trouvée
entre 60 et 75 pieds de la surface dans le gravier, sous le basalte, et à environ 300 pieds de la bouche du tunnel. Quelques mortiers ont également été trouvés, à peu près au même moment et au même endroit. En 1870, Oliver W. Stevens présenta l'acte notarié suivant. Je sous-signais, fait vers 1853 une visite du tunnel de Sonora, situé à Table Mountain, environ un demi-kilomètre au nord et à l'ouest de Shaw's Flat. Et à ce moment-là, une caravane de gravier aurifère est sortie du dit tunnel de Sonora. Et moi, j'ai trouvé une dent de mastodonte dans le gravier, qui venait de sous le basalte et du tunnel à environ 200 pieds et à une profondeur d'environ 125 pieds. Et en même temps, j'ai trouvé avec elle une relique qui ressemblait à une grosse perle de pierre, peut-être en albâtre. La perle, si elle est en gravier, date d'au moins 9 millions d'années et peut-être même 55 millions d'années. William G. Sinclair a objecté que les circonstances de la découverte n'étaient pas suffisamment claires, mais dans le cas de nombreuses découvertes acceptées, les circonstances de la découverte sont similaires à celles de la perle de marbre à Border Cave en Afrique du Sud. Par exemple, des fossiles d'Homo sapiens sapiens ont été prélevés sur des piles de roches excavées dans des mines il y a de cela 100 000 ans, principalement en raison de leur association avec la roche excavée. Si les normes strictes de Sinclair devaient être appliquées à de telles découvertes, elles devraient également être rejetées. En 1870, Llewellyn Pierce a donné le témoignage écrit suivant. Je sous-signais. Et ce jour remis à Monsieur C.D. Boyd a conservé dans sa collection de vestiges de pierres anciennes un certain mortier de pierre, fabriqué à l'évidence à la main de l'homme, qui a été déterré par moi vers 1862 sous la Table Mountain, dans le gravier, à une profondeur d'environ 200 pieds de la surface, sous le basalte, qui avait plus de 60 pieds de profondeur et à environ 1800 pieds de l'entrée du tunnel. Trouvé dans l'allégation connue sous le nom de Boston Tunnel Company, les graviers qui ont produit le mortier datent de 33 à 55 millions d'années. William G. Sinclair a objecté que le mortier était en andésite, une roche volcanique que l'on ne retrouve pas souvent dans les graviers profonds de Table Mountain. Mais les géologues modernes rapportent que dans la région au nord de Mountain Table, 4 sites sont aussi vieux que les graviers aurifères prévolcaniques et contiennent des dépôts d'andésite. Les mortiers andésitiques auraient pu être un objet de commerce précieux et auraient pu être transportés à bonne distance par radeau ou bateau, ou même à pied, selon Sinclair. Pierce a découvert un autre artefact avec le mortier. On a montré à l'écrivain une petite tablette ovale d'ardoise de couleur sombre avec un melon et une feuille sculptée en bas-relief. Cette tablette ne montre aucun signe d'usure par le gravier. Les égratignures sont toutes des dégradations récentes. La sculpture présente des traces très évidentes d'une lame de couteau en acier. Elle a été conçue et exécutée par un artiste doté d'une grande habileté. Sinclair n'a pas précisé, ce qui l'avait conduit à conclure que la tablette avait été sculptée avec une lame en acier. En tout cas, en tout état de cause, la tablette d'ardoise a en fait été découverte avec le mortier dans des graviers prédolaniques profondément sous le capot en latite de Tuolumne Table Mountain. Ainsi, même si la tablette montre des signes de gravure, une lame en acier, cela ne veut pas dire qu'elle est récente. Mais on pourrait conclure à juste titre que cette sculpture a été réalisée par des humains d'un niveau de réalisation culturelle relativement élevé il y a 33 à 55 millions d'années. Lorsque tous les témoignages sont dûment pesés, il apparaît que Neil lui-même est entré dans la mine et a trouvé des outils de pierre en place dans le gravier. À propos des fers de lance de l'obsidienne trouvés par Neil,
Selon les méthodes de Holmes, on pourrait discréditer toute découverte paléontologique jamais faite avant nous dit. On pourrait simplement refuser de croire les preuves rapportées et proposer toutes sortes d'explications alternatives vagues sans répondre à des questions légitimes à leur sujet. Dans un article lu devant la American Geological Society en 1891, le géologue George F. Baker déclarait « J'aurais été plus satisfait individuellement si j'avais moi-même creusé pour trouver ces outils. Mais je suis incapable de découvrir la raison pour laquelle la déclaration de Monsieur Neal n'est pas une preuve aussi valable que celle existante pour le reste du monde. Il était aussi compétent que moi pour détecter toute fissure à la surface ou tout travail ancien que le mineur reconnaît instantanément et craint profondément. Quelqu'un pourrait peut-être suggérer que les ouvriers de Monsieur Neal ont planté les outils, mais personne qui connaît bien l'industrie minière n'accepterait une telle suggestion pour un seul instant. Le gravier aurifère est difficile à recueillir en grande partie. Il nécessite le dynamitage, et même un superviseur très incompétent ne pourrait pas être trompé de la sorte. En bref, il n'y a pas, à mon avis, d'échappatoire à la conclusion que les instruments mentionnés dans la déclaration de Monsieur Neal s'est en fait produite près du bas du gravier et ils ont été déposés là où ils se trouvaient au même moment, avec les cailloux et la matrice adjacente. L'histoire cachée de la race humaine. Dans le livre mythique de Michael Cremo et Richard Thompson, Histoire interdite, Forbidden History, et nous pouvons maintenant lire une version condensée intitulée L'histoire cachée de la race humaine. L'histoire cachée de la race humaine, il existe une compilation absolument incroyable de preuves anormales liées au véritable âge de l'humanité. Une figurine en argile travaillée avec beaucoup d'art a été trouvée en 1889 à Nampa, Idaho, en Idaho. La figurine est apparue au niveau d'un puits à 300 pieds et datée de la couche Pléistocène, il y a environ 2 millions d'années. Il est supposé que les humains n'ont pas évolué alors. Qui a créé cet artefact? Sphère métallique dans le Précambrien, 2800 millions d'années. Récipient en métal il y a 600 millions d'années. Marque de chaussures dans le Cambrien, 500 millions d'années. Conte aurifère dans le Carbonifère, il y a 350 millions d'années. Squelettes humains, il y a 300 millions d'années. Les marques de chaussures humaines, il y a 300 millions d'années. Les objets décoratifs en argent, il y a 300 millions d'années. Les chaînes en or, il y a 300 millions d'années. Les empreintes humaines dans le Jurassique, il y a 150 millions d'années. Les éolithes de pierre instrumentaux pour préparer la peau des animaux, exactement comme ceux utilisés il y a 30 000 ans à l'Éocène, il y a 50 millions d'années. Et nous pouvons continuer jusqu'au Pléistocène. Il y a moins d'1 million d'années avec des crânes humains et des milliers d'autres objets. Accepter l'existence de ces anomalies et les prendre pour ce qu'elles sont, la preuve irréfutable dans de nombreux cas que l'humanité existe depuis des millions d'années, nous amène à une autre conclusion. La prospérité dans l'histoire est un simulacre et des technologies similaires à celles disponibles actuellement étaient connues à des moments et des lieux enterrés dans la nuit des temps. L'idée que nous évoluons technologiquement est une illusion complète. Il est possible de dire a priori que tout cela est fou et que ces objets ont été mis là pour permettre à quelqu'un de gagner en notoriété et en gloire. Mais vraiment, ceux qui ont fait ces découvertes ont été transformés en parias et souvent devenus des exilés de l'histoire de la paléontologie. Malgré que
Dans de nombreux cas, leur curriculum vitae était impeccable jusqu'au moment où ils ont rencontré des objets inexpliqués et les ont communiqués avec diligence à la communauté scientifique. Je pense que ce n'est pas surprenant pour tout le monde de penser que la véritable histoire a été cachée. Maintenant, je vous demande simplement de vous concentrer sur le pouvoir énorme que cette idée nous apporte. Chaque année, 500 000 personnes visitent le monument national de White Sands au Nouveau-Mexique pour faire de la randonnée parmi les dunes en gypse. Peu d'animaux dans la région deviennent beaucoup plus gros qu'un coyote ou un lynx roux. Mais à une époque appelée le Pléistocène, qui a débuté il y a 2,5 millions d'années et s'est terminé il y a environ 12 000 ans, les plaines d'Alcali et les lacs à proximité ont attiré des géants. Les mammouths et les mastodontes marchaient sur la plage, tout comme les tigres à dents de sabre, les chameaux nord-américains et les énormes paresseux de 8000 livres. Où ces créatures sont allées, les anciens humains ont suivi. Nous le savons parce que les voyageurs ont laissé des traces de pas, une preuve matérielle que les gens ont pourchassé les géants. Dans un coin occidental de White Sands, des scientifiques ont récemment découvert une empreinte humaine à l'intérieur des marques de pattes d'un paresseux au sol. Ils rapportent dans une nouvelle analyse des traces du parc dans la revue Science Advances. Des milliers et des milliers de pistes sillonnent la région, a déclaré Vince Santucci, paléontologue principal du service des parcs nationaux et auteur du nouveau rapport. Le terme officiel pour ces voies concentrées est une mégatraque. La mégatraque de White Sands est la plus grande que nous connaissions en Amérique du Nord. En 1981, les géologues ont enquêté sur des traces de chameaux et d'autres animaux à quatre pattes dans le champ de missiles White Sands. À proximité, ce n'est qu'en 2011 qu'ils ont commencé une étude du mégatraque, y compris des survols de drones sur le sable en 2014. Cette étude a révélé la première collection de traces humaines, 27 empreintes individuelles disparues dans une dune. Santucci et ses collègues ont mesuré la foulée et la démarche pour prédire où, sous la dune, la prochaine empreinte devrait être et creuser la dune. Et voici que là où nous nous attendions, il y avait des traces de pas humains, a-t-il déclaré. Les pistes du White Sands sont isolées et bordées par la zone d'essai militaire située au nord, généralement protégée des perturbations humaines. Les anciens marcheurs imprimés dans des dépôts de sédiments lacustres recouverts au fil du temps par une couche de sable d'un demi-pouce. Les pistes si exposées à l'humidité s'effondreront peu après l'excavation. La préservation des empreintes de pas n'est pas la meilleure, a déclaré Andrew Milner, paléontologue au musée St. George Dinosaur Discovery Site dans l'Utah. Milner ne faisait pas partie de cette équipe de recherche mais avait observé certaines traces d'animaux à White Sands. Nous pouvons certainement voir de gros animaux, a-t-il déclaré, y compris les marques des pattes de paresseux en forme de haricots. Les humains ont entraîné l'extinction des paresseux sur le sol nord-américain il y a environ 11 000 ans. Pourtant, les paléontologues du service des parcs nationaux ont eu du mal à déterminer l'âge des empreintes humaines à l'aide de techniques géologiques telles que la datation au carbone. L'auteur de l'étude, Matthew Bennett, paléontologue à l'université de Bournemouth en Grande-Bretagne, a accepté l'invitation. Les empreintes bipèdes étaient indéniablement humaines, a-t-il déclaré, avec de très bons orteils, talons et arches. Mais Bennett a décidé de se concentrer sur les pistes de paresseux. J'étais en train de creuser une piste de paresseux quand j'ai trouvé ce qui ressemblait à un oiseau de proie en relief négatif. C'était, réalisèrent les paléontologues, deux empreintes humaines et paresseuses écrasées ensemble. Milner a déclaré que la découverte des empreintes humaines dans celle du paresseux était remarquable. À voir ces pistes humaines qui interagissent avec la mégafaune du Pléistocène
ça n'a jamais été vu auparavant. De plus, cela suggère un âge minimum des impressions. Elles ont au minimum 11 000 ans, aussi vieux que le dernier paresseux terrestre. Un humain suivit littéralement les traces du paresseux, mais l'humain a probablement suivi le paresseux toute une journée. Cette preuve d'une interaction entre un paresseux géant et l'humain est unique au monde, a déclaré Belvédère. Les pistes ont conduit les scientifiques à un site qui suggère une confrontation. Les marques dans le sable indiquent que le paresseux s'est tourné, s'approchant des humains, grattant les articulations de ses membres antérieurs sur le sol. Bennett et Belvédère, cependant, ont spéculé que les humains se préparaient à tuer. Compte tenu de la position des marques des griffes et des articulations, le paresseux s'est peut-être élevé pour libérer un rugissement, a déclaré Bennett. Une autre ligne d'empreinte de pied suggère qu'une deuxième personne s'est approchée du paresseux sous un angle. Peut-être que cette personne était un chasseur sur le point de porter un coup fatal. Une surprise, a déclaré Bennett. L'endroit où l'animal s'est échappé ou s'est effondré sous une lance, si les conditions environnementales étaient bonnes, comme le suspecte Belvédère, la conclusion de cette rencontre sera écrite dans le sable. En 1877, Monsieur John H. Neal, directeur de la Montezuma Tunnel Company, était engagé dans la construction d'un tunnel traversant Table Mountain, Californie, États-Unis. Le tunnel traversait du gravier scellé par de la lave, entre 225 et 457 mètres environ de l'embouchure du tunnel et entre 61 et 91 mètres du bord de la lave solide. Un certain nombre d'objets en pierre sombre d'environ 300 mm, un pied donc, ont longtemps été signalés à Monsieur Neal. À proximité, il trouva un petit objet en forme de cuvette ayant un diamètre compris entre 75 et 101 mm, 3 à 4 pouces. Une exploration plus poussée a révélé un objet plus grand en forme de cuvette et un objet en forme de pilon, donc un mortier et un pilon. Ils ont tous été trouvés dans le gravier à moins de 300 mm du substrat rocheux, solide, sous-jacent. Les graviers à travers lesquels le tunnel a été creusé ont été estimés entre 33 et 55 millions d'années. Aussi, les objets trouvés in situ auraient-ils dû être contemporains? Quelques années auparavant, en 1857, un fragment de crâne humain avait été retrouvé près des restes de mastodontes, tandis qu'un squelette humain complet, découvert même auparavant, avait été associé à un matériau similaire. On pensait qu'ils étaient des preuves pour les humains du Miocène. Il est heureux que deux déclarations originales des personnes impliquées dans cette découverte aient été préservées. L'un est de John H. Neal lui-même et daté de 1890, le 2 août, à Sonora, soit 13 ans après la découverte initiale. En 1877, Monsieur John H. Neal était surintendant de la Montezuma Tunnel Company, avait-on dit, qui creusait dans le gravier sous-jacent à la lave appelée Table Mountain. L'embouchure du tunnel se trouve près de la route qui mène vers le sud du camp de Rawhide et à environ 3000 de cet endroit. La bouche est à environ 1200 pieds du bord actuel de la calotte de la lave solide de la montagne. Le cours du tunnel est un peu au nord-est. Monsieur Neal a vu plusieurs têtes de lance, d'une pierre sombre et d'une longueur de près d'1 pied. En explorant plus en avant, il trouva lui-même un petit mortier de 3 ou 4 pouces de diamètre et de forme régulière. Cela a été découvert dans un pied ou deux de tête de lance. Il a ensuite trouvé un grand pilon bien formé, maintenant la propriété du docteur Brumley, et à proximité d'un grand mortier très régulier, également à présent propriété du docteur Brumley. Toutes ces reliques ont été retrouvées le même après-midi et se trouvaient à quelques pas les unes des autres à proximité du rocher, peut-être à 1 pied de celui-ci. Monsieur Neal déclare qu'il est absolument impossible que ces reliques aient atteint la position
dans laquelle elles ont été trouvées, à l'exception du dépôt des graviers et de la formation de la calotte, il n'y avait pas la moindre trace de perturbation de la masse ni de fissure naturelle y permettant un accès obtenu soit sur place, soit dans le voisinage. Et M. John H. Neal déclare sous serment que la déclaration qui précède est vraie à tout égard. La deuxième déclaration est celle du professeur W. H. Holmes, extraite d'un entretien avec M. Neal. L'un des mineurs venus déjeuner à midi a apporté avec lui au bureau du surintendant un mortier de pierre et un pilon brisé, qui, selon lui, avait été déterré dans la partie la plus profonde du tunnel, à environ 1500 pieds de l'embouchure de la mine. Lors de son retour au travail, M. Neal, lui, a conseillé de chercher d'autres ustensiles au même endroit. Et selon ses attentes, 2 autres ont été retenus. Un petit mortier ovoïde de 5 ou 6 pouces de diamètre et un mortier ou un plat de 7 ou 8 pouces de diamètre. Ceux-ci ont depuis été perdus de vue. À une autre occasion, des ouvriers de la mine lui ont apporté beaucoup de lames d'obsidienne ou des têtes de lance, au nombre de 11 et d'une longueur moyenne de 10 pouces. Ils avaient été trouvés dans ce que M. Neal a appelé un canal latéral, c'est-à-dire le lit d'une branche du courant principal du tertiaire situé à environ 1000 pieds de l'embouchure du tunnel et à 200 ou 300 pieds verticalement de la surface de la pente de la montagne. Ces mesures ne sont données qu'à titre d'estimation, mais en même temps, il en est certain. Ne se trompez pas beaucoup, car 4 ou 5 des spécimens qu'il a donnés à Mac D. Boy, le collectionneur, les autres ont également été donnés, mais toute trace d'eux a été perdue. Monsieur Neal a parlé avec enthousiasme de la taille et de la perfection de ses instruments et a tracé au passage les contours de longues lames dentelées dans de la poussière à nos pieds. Certains avaient un cran, certains 2, et d'autres étaient des lames plates en forme de feuilles. Désireux d'en savoir plus sur ces objets, a-t-il poursuivi, il les a montrés aux Indiens, qui se trouvaient par hasard présents. Mais étrangement, ils ont exprimé une grande crainte à leur égard, refusant de les toucher ou même de parler d'eux. Mais finalement, lorsqu'on leur a demandé s'ils savaient d'où ils venaient, ils avaient vu de tels outils loin dans les montagnes, mais ils ont refusé de parler du lieu davantage ou de s'engager à leur en procurer d'autres.